Cette émission est enregistrée à La Passe, Librairie Atelier. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui l'artiste Julie Tremble. Nourrie par le cinéma, les arts visuels, la littérature et la philosophie, votre travail explore le rôle que la narration joue dans notre expérience du monde. Votre travail a été présenté dans de nombreuses galeries, des centres d'artistes et plusieurs festivals. En 2013, vous avez remporté le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure œuvre d'art et d'expérimentation. Vous êtes représentée par la galerie Joyce Yahuda et vous êtes nouvellement la directrice générale du Centre Vidéographe. Julie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je vous pose la question qui nous intéresse aujourd'hui. De qui ou de quoi êtes-vous la contemporaine? Moi, j'ai choisi le télescope Hubble. Comment vous êtes arrivée à vous intéresser à l'astronomie? Bien, en fait, pendant quand même plusieurs années, j'ai travaillé sur les explosions. J'étais intéressée par la forme de l'explosion, comment ça se déployait, puis comment on pouvait transposer ça dans une réflexion sur la narration, justement. Puis, à force de travailler là-dessus, je me suis mis à m'intéresser aux plus grosses explosions, puis plus grosses, puis les plus impressionnantes. Puis là, finalement, tu te ramasses assez vite dans l'univers parce que là, des étoiles qui explosent, puis des étoiles qui se rentrent dedans, puis tout ça. Alors là, à force de regarder les documentaires puis de m'intéresser à ça, c'est devenu comme un nouvel objet d'étude, de Donc, fascination. c'est un peu à travers votre pratique artistique que vous en êtes venu à vous intéresser à l'astronomie. Totalement, oui. Puis Hubble, c'est vrai que ça marque vraiment un tournant dans l'histoire récente de l'astronomie. Première fois qu'on pouvait voir vraiment au-delà de notre galaxie, ça a remonté le fil du temps. Hubble fête ses 25 ans cette année. Oui. Qu'est-ce qu'on retient des plus grandes réalisations avec le télescope? Oui. Mais déjà, tu sais, le fait que c'est un grand succès populaire, ce qui est assez impressionnant finalement pour un télescope, parce que Hubble, somme toute, devrait plus être Il a dépassé finalement son terme de vie. Ah oui, de beaucoup d'années. Je crois que c'était comme 15 ans max. Puis là, on continue à le réparer. Mais c'est comme toute une... En fait, c'est avec Hubble, on a réussi à voir des choses voir l'invisible, en fait, pour nous, pour nos yeux. Puis, c'est quand même comme une grosse source de... Comment on peut dire? Pas pour tout le monde, en fait, c'est très populaire. C'est très accessible, très populaire. On voit beaucoup d'images. Puis c'est des images hyper impressionnantes. C'est des images construites quand même, mais c'est quand même très impressionnant. Donc, qu'est-ce que vous entendez par ça, des images construites? Bien, mettons les images qu'on voit, les belles grandes images là, de nébuleuses et tout ça qu'on transmet, oui. qui envahissent finalement la télé, les médias sociaux, donc les images du télescope. Oui, bien, ces images-là, c'est des images... C'est pas vraiment une photo de Hubble qui a prise, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, c'est plutôt... Hubble prend des images, mais ensuite, ces images-là sont travaillées par les scientifiques, les techniciens, des graphistes aussi, j'imagine. Ça, je m'avance, ça, quand même. Mais c'est des images qui sont travaillées. Souvent, en plus, c'est même pas juste... Il y a beaucoup d'images, c'est pas juste les images de Hubble. En fait, tu as aussi d'autres télescopes. Tu sais, tu as Chandra qui est aussi là-bas, qui prend les rayons sur un autre type de rayon, finalement, dans les longueurs d'onde. Puis c'est combiné. Alors, ce qu'on a, c'est des images magnifiées, en fait, de ce qui est pris. Puis, mais c'est utile d'avoir ces images-là parce que c'est beaucoup plus impressionnant. Oui. Ça fait en sorte que... Donc, il y a un souci d'esthétisme, finalement, derrière ce remaniement. Puis,
Oui, oui, un grand Pour souci. rejoindre mieux le public, j'imagine? Bien, c'est sûr que c'est pas mal, c'est beaucoup ça l'idée, c'est en mettant ces images-là plus accessibles pour un plus grand nombre, puis en les rendant plus esthétiques, ça permet en fait aux personnes, à l'ensemble de la population, d'être plus intéressées, puis aux politiciens, évidemment, d'être plus intéressés, Ouais. puis d'obtenir des fonds, effectivement, parce que c'est des... Telle entreprise, on s'entend que c'est des milliards de dollars. Oui, c'est extrêmement d'investissement. dispendieux. Oui, il faut avoir un accord social pour réussir à Ouais. faire des investissements de cette ampleur-là, parce que ça c'est pas donné. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, ben pourquoi on nourrit pas Ça toutes pourrait les être personnes contesté. pauvres, tu sais. Ouais, Ben tout à oui, fait. ben, il y a des gens pour qui... Moi, quand j'étais plus jeune, c'était un argument aussi. Je me disais, mais là, on a tellement besoin de sous sur la table, pourquoi on fait tout ça? Puis, ben, ouais, finalement... Finalement, on peut dire qu'Hubble a fait plus pour la science que des dizaines d'années de pédagogie et ça a contribué à une démocratisation Ouais, de l'information scientifique. de d'une certaine façon. l'information, mais tu sais, comme c'est pas vraiment... Je sais pas si c'est tant de la démocratisation que plus de la popularisation, parce qu'en même temps, ça fait pas en sorte que les gens comprennent mieux. Les gens, quand tu regardes les images, on comprend pas ce qu'on voit. On voit Certains du rose, vont peut-être du vouloir bleu. aller plus loin, mais Ouais, effectivement, non, pas c'est juste... tous. Ben Ouais. non, c'est juste du beau. Puis maintenant, tu sais, si on regarde le ciel, en fait, on sait même plus qu'est-ce qui est une planète, le ciel qu'on peut voir d'ici, qu'est-ce qu'est une planète, qu'est-ce qui est une étoile. On est quand même complètement perdu par rapport à tout ça. C'est juste qu'on a Ça des... prendrait un effort de compréhension qui va au-delà de simplement admirer des belles images. Ben finalement. oui, c'est ça, parce que c'est des phénomènes super complexes aussi. Pourquoi il y a du rose? C'est des gaz, c'est de la chimie. Après ça, c'est très, très compliqué. Donc... Vous avez, on le disait tout à l'heure, une formation en philosophie. J'imagine que ça doit teinter votre réflexion autour de la recherche spatiale et comment ça joue sur cette compréhension de l'univers. Bien, c'est sûr que, parce que dans le fond, moi, ça sur quoi je travaille, c'est plus sur les modes de représentation, puis le langage scientifique, la représentation de l'astronomie, dans le fond. Fait que c'est comme l'astronomie comme discours. Fait que c'est sûr qu'en philosophie, bien, moi, j'ai travaillé sur l'épistémologie, mais il y a toutes des questions sur, justement, comment on connaît, c'est quoi, qu'est-ce qui est vrai, comment on construit des faits, comment on construit la vérité. Fait que c'est en fait à partir de réflexions philosophiques que tu peux après t'intéresser, je pense, à c'est quoi, tu sais, à dire, bien, ce qu'on voit comme discours de l'astronomie, c'est pas la vérité, c'est un discours ancré dans le temps, maintenant, à partir d'outils de représentation qu'on a maintenant. Maintenant, on a des outils numériques, on représente avec des outils numériques. Quand il n'y en avait pas, on faisait des dessins. C'est complètement une autre image, puis cette image-là, c'est l'image qu'on se forge. Il y a toute la notion de perception aussi. Oui, finalement. oui, totalement. En plus, on les voit pas, ces choses-là. Ouais. Alors, ils pourraient nous montrer n'importe quoi. C'est ce que j'allais dire. On doit un peu faire acte de foi, là, puis croire que c'est effectivement les images. Oui, tout à fait. Oui, tu sais, dans les années 70, quand ils sont allés, les premières photos de Mars, on était encore en argentique, puis ils boostaient le rouge. Fait que la planète, les gens croyaient que la planète était vraiment très, très, très rouge. Alors que finalement, c'était vraiment un parti pris carrément esthétique aussi, là, pour rendre les images plus intéressantes. Puis il y avait aussi, à ce moment-là, tu sais, il n'y avait pas de code sur les couleurs. Fait que les gens, ils mettaient comme toutes sortes de couleurs. Maintenant, c'est codifié. Fait que quand ils rajoutent, mettons, justement, du bleu, du vert, nanana, ça fait référence à des éléments chimiques, quand même. Au moins, les scientifiques peuvent se retrouver aussi. Oui, sauf qu'il y a eu des moments où c'était un peu... je vais mettre un petit peu plus, je vais booster le bleu. M'a boosté le vert. Puis c'est sûr que... Mais d'ailleurs, on peut dire que Hubble, au départ, ça a été envoyé pour
pour cette théorie, l'expansion de l'univers, donc pour la confirmer. En cours de route, non seulement ça l'a confirmé cette théorie, mais ça a prouvé que bon, l'univers prenait de l'expansion de plus en plus rapidement. Oui, ce qui les a bien étonnés. On peut dire finalement que plus il répond à des questions, plus ça amène d'autres interrogations. Oui, c'est sûr, parce qu'après, eux, ils cherchent des choses, mais ils trouvent plein d'autres choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, puis là, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de voir. C'est infini, en fait, parce que c'est nouveau, tu sais, ça fait... On est effectivement au début de la recherche spatiale. Pour en revenir un petit peu à votre création, votre travail, vous dites que vous travaillez sur les explosions. Vous avez réalisé notamment l'animation, je lis, BPM 37093, donc qui fait référence au titre, au nom d'une étoile. Oui, c'est une étoile qui est morte en ce moment, qui est maintenant morte. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est que en mourant, en fait, elle s'est compressée. Puis, il y a beaucoup de carbone. Le carbone, c'est comme transformé en diamant. Fait que l'étoile, maintenant, comme la majorité de l'étoile, maintenant, c'est un gros diamant. Puis notre Soleil devrait faire la même chose. Puis devrait devenir un gros diamant également, parce que c'est le même type d'étoile. Je trouvais ça quand même bien fascinant, puis bien extravagant de me dire, mon Dieu, il y a un gros, gros diamant dans le ciel. Vous avez travaillé avec l'animation 3D, entre autres, pour réaliser cette œuvre-là. En quoi l'animation 3D Qu'est-ce que ça... C'est un outil qui est parfait, finalement, pour travailler la représentation en astronomie, si je ne me trompe pas. Ah oui, oui, je trouve aussi. Parce que c'est les outils qui sont utilisés pour faire les représentations. Fait que c'est utiliser mais vous les détournez, finalement, pour les inclure dans votre pratique artistique. Oui, c'est sûr que j'ai une autre... Avec l'animation je fais comme un peu de la fausse science aussi, tu sais, c'est comme un peu de la... J'aime ça jouer sur les codes de la science qu'on trouve dans les documentaires qui sont quand même assez dramatiques souvent, mais les codes dans les articles scientifiques aussi, puis dans les films aussi, puis d'utiliser ces codes-là, mais les tourner pour faire des non-drames scientifiques, finalement. La contemplation scientifique. Et vous travaillez en ce moment sur un projet. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ah oui. Oui, OK. Donc, vous travaillez sur la représentation des télescopes du 20e siècle. Oui. Sur la représentation des télescopes, puis un peu de l'astronomie aussi. C'est un peu l'évolution du langage, puis de notre représentation. Fait qu'à partir de Hawker, le télescope Hawker, que Edwin Hubble a utilisé pour faire ses découvertes dans les années 20, jusqu'à un méga radiotélescope qui est en train de se construire. Le c'est le Square Kilometer Array. C'est un truc qui sur 1 kilomètre carré, c'est des tas et des tonnes d'antennes. Eux, puis ils vont regarder, pas regarder parce que c'est radio, là, mais c'est les ondes du confin de l'univers, en fait, finalement, les trucs qui dateraient du Big Bang. Mais fait que c'est un peu voir l'évolution des télescopes, mais comment on a représenté aussi. J'intègre aussi des images de films, de science-fiction, des époques. Fait qu'il y a comme différentes époques, mais là, je m'amuse à modéliser les télescopes vedettes, finalement, les stars des télescopes. Oui, parce dont qu'il y a vraiment Hubble, des stars. c'est évidemment partie. Hubble. L'icône. Ah, c'est clair, mais aussi celui sur... le Hawker, celui sur le mont Palomar, qui était comme le plus grand télescope qui a été construit dans les 50, 60. Puis aussi, qui était immense, puis qui était super populaire. Puis il y a un aussi, George Wellbank, qui est aussi un radiotélescope, mais qui a vu, quand Sputnik est parti, tu sais, George Wellbank l'a suivi, puis il est assez iconique aussi, il a une forme, là, il est immense, puis il est en Angleterre, puis il était assez... ces icônes-là qui, comme d'une espèce de modernité, c'est comme une espèce d'incarnation de la modernité, puis tu sais, c'est des trucs blancs, c'est des structures, c'est vraiment... C'est de la science-fiction incarnée, là. Julie, merci beaucoup. C'est très inspirant d'avoir le regard d'une artiste aussi sur ces avancées scientifiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci beaucoup.